Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Moi c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Serafima. Serafima, c'est une maman russe mariée à un Français diplomate, ayant d'abord vécu en France, pays dans lequel elle accueillera ses 2 enfants, puis en Ukraine, pays pour lequel elle aura quelques hésitations étant d'origine russe, et enfin au Kazakhstan, pays pour le moins assez atypique et très froid. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Serafima. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. C'est un plaisir pour moi, merci à toi de m'inviter. Bah oui, écoute, moi ça me fait très plaisir de te recevoir, surtout que ça fait, je pense, plus d'1 an qu'on est en contact, donc voilà, j'ai vraiment hâte de papoter avec toi. En attendant, et comme d'accoutumé sur ce podcast, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites, et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Bien sûr, je m'appelle Serafima, je suis française d'origine russe, je suis de Saint-Pétersbourg. Ouais. Qui est un détail très important pour moi. Actuellement, on habite au Kazakhstan. On est expatriés depuis 7 ans déjà. Donc, au Kazakhstan, c'est notre 3e hiver. Donc, ma famille est composée de mon époux, Guillaume, et nos 2 enfants, Alexandre, 9 ans, et Louis, 7 ans. Ok, c'est très clair. Alors, tu le précisais très rapidement que tu étais d'origine russe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est ta relation avec le français? Est-ce que c'est à travers ton mari? Est-ce que tu peux démarrer par les prémices, à savoir un peu comment tu l'as rencontré lui? Est-ce que c'était en France? Est-ce que c'était en Russie? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, mon mari, je l'ai rencontré justement à Saint-Pétersbourg pendant mes études. Il faut juste dire que j'ai commencé à apprendre le français assez tôt. J'avais même pas 4 ans quand mon père a fait un très long stage à l'ENA à Paris. Ensuite, on a dû retourner à Saint-Pétersbourg et c'était le moment de l'ouverture de l'Institut français avec la médiathèque qui était vraiment comme, une caverne d'Ali Baba pour moi. C'était tellement inhabituel si on compare aux bibliothèques classiques qu'on trouvait à Saint-Pétersbourg à l'époque. J'ai grandi avec Babar, avec Caroline, avec Tintin et plein d'autres choses. Donc, quand c'était le moment de faire mon choix quant aux études supérieures, je me suis dit, le français, j'ai déjà fait le tour, on va dire, et j'ai pas envie de lier ma vie à la France ou à la langue française. Donc, j'ai décidé de changer de voie et aller à la fac des lettres, mais apprendre le polonais, qui était une langue tout à fait nouvelle pour moi. Et au bout d'1 mois de mes études de polonais, lors d'une fête à la cité universitaire, donc au foyer, j'ai rencontré mon mari, qui était étudiant à l'époque, qui apprenait le russe, à la fac des lettres, pareil. Ok, mais alors lui, qu'est-ce qu'il faisait en Russie? Il était étudiant, c'est ça? Oui, il était étudiant. C'était déjà, son 2e parcours des études supérieures. Il a fait autre chose avant et il a décidé de changer de voie et apprendre 2 langues complètement différentes et tout à fait nouvelles pour lui. Finalement, c'est plutôt avec le russe qu'il a eu l'opportunité d'aller d'abord en stage en Russie, ensuite entrer à la fac à Caen et faire un échange avec l'université de Saint-Pétersbourg. Et c'était justement le moment de notre rencontre. C'était sa
2e ou 3e année déjà à Saint-Pétersbourg. Ok, donc j'imagine qu'il parlait bien le russe, c'est ça? Ou assez bien. Au moins de manière compréhensible. Voilà, j'espère qu'il va pas écouter cet épisode. Non, c'était vraiment assez bien. Le problème, tu vois, avec le russe, c'est que quand on commence à l'apprendre, soit on commence directement avec un professeur ou quelqu'un vraiment qui te guide, parce que l'accent tonique en russe est très important pour la compréhension. Tu ne peux pas juste l'apprendre avec un livre. Et c'était le cas de mon mari au tout début. Donc tout ce qui était accent tonique, on a dû, on va dire, un peu retravailler. Et on n'a quasiment pas eu de choc culturel des deux côtés. Lui était déjà passionné par la culture et la langue russe. Moi, pareil, par le français, bien sûr. Ouais. C'est quand même rigolo pour quelqu'un qui voulait mettre le français, je dirais, hors de sa vie, de trouver justement un potentiel partenaire français. Oui, complètement. Mais du coup, quand je l'ai présenté à mes parents, pour eux, c'était une évidence, c'était quelque chose de tout à fait normal. Oui, bien sûr, un français, oui, bien sûr. Alors, j'imagine que lui, ses études arrivent à une fin. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est alors pour la suite pour vous? Est-ce que il t'embarque en France ou est-ce que tu essaies de le garder sur le territoire russe? Comment ça se passe pour vous? Alors, lui, il était passionné par la Russie et quand on est étudiant en Russie, tout semble vraiment facile, pas cher ou gratuit. Donc, tout était très simple et la vie était agréable. Mais encore avant la fin de mes études, il m'a fait sa demande en mariage. Okay. Et pour nous, pareil, c'était assez évident de se marier en France. Et, en revanche, il avait déjà fini ses études à ce moment-là. Il a dû, le pauvre, même après le mariage, il n'avait aucun droit particulier. Donc, il devait refaire ses visas russes tous les 3 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, pendant toute cette année scolaire qui a suivi, il devait faire des allers-retours en France pour refaire son visa, revenir en Russie. Même en étant marié à une Russe? Oui. C'était très compliqué. Et donc, il m'a dit, non, tu finis tes études et on ira vivre en France. Je me suis dit, pourquoi pas? Au final, la France, c'est pas si loin de la Pologne. Et j'étais passionnée par la langue polonaise, la culture polonaise. Oui, parce que toi, du coup, tu continuais tes études de polonais, c'est ça? Oui, tout à fait, bien sûr. Et je pensais sincèrement soit continuer les études en France ensuite, soit par je ne sais pas quel moyen, de toute façon, lier ma vie avec quand même l'enseignement du polonais. Et on ne trouvait pas de travail avec la langue russe dans cette région-là. Et comme on ne voulait pas aller à Paris, on est allé dans les montagnes. On est allé dans un tout petit village dans les Alpes, le village incroyablement charmant qui s'appelle le Mont-Saxonais. On était au cœur d'une région où le russe était très demandé, en fait. Ah bon? Parce que il y avait plein de touristes qui allaient dans les stations de ski. Oh, je vois. Voilà. Et aussi, on avait pas mal de russophones qui achetaient des villas dans cette région-là. Donc, le russe, vraiment, c'était une langue assez demandée là-bas. Guillaume m'avait prévenu que ça allait être très difficile pour moi, même si je parlais déjà français. Ça, c'est vrai. Oui, il m'a dit, mais tu vois, c'est tout petit. Tu vas pas trouver un travail tout de suite. Et de toute façon, j'avais pas le droit de travailler tout de suite. Il fallait attendre tous les papiers. Il m'a dit aussi, tu sais, les montagnards, ils ont une mentalité on va dire ça. Donc, même quand on vient d'un autre village à 3 kilomètres, on est des étrangers. Mais en fait,
j'ai fait la connaissance de la personne vraiment à connaître dans ce village. La boulangère. Non, c'était quelqu'un qui faisait partie de toutes les associations du village, qui était très active partout, qui connaissait tout le monde. Et le hasard a fait que je suis tombée sur elle quasiment dès mon arrivée dans ce village. Et elle a su m'aider à m'intégrer. Et j'avoue que même après notre déménagement et quand on a changé de ville en France, ensuite de pays, on est toujours resté en contact avec cette personne-là que j'embrasse très très fort, qui aurait pu être ma mamie, parce que quand on s'est connus, elle devait avoir j'ai un peu peur de mentir, mais plus de 60 ans, je pense, et qui vraiment était très très une personne très importante pour moi, oui, durant ces quelques années là-bas. Et Guillaume, en parallèle, il donnait des cours de russe, c'est ça? Il donnait des cours de russe et il faisait aussi, il prenait ce qu'il y avait à prendre, il faisait aussi du soutien scolaire. Et Guillaume a commencé à passer des concours, ce qui est aussi génial en France. Tu peux avoir accès à n'importe quel travail, travailler dans n'importe quel ministère. Il suffit juste de te préparer. De passer les concours. Oui, passer un concours. Et grâce à son niveau de russe et grâce à son travail en tant que soutien scolaire, il a pu passer les concours avec un minimum de préparation. C'est génial. Oui, et donc entre plusieurs ministères, et finalement c'était le ministère des Affaires étrangères qui était la voie à prendre à ce moment-là. Oh, et donc c'est comme ça qu'il est devenu diplomate, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ah ouais, c'est génial. En France, j'admire ce système-là, et je me dis chacun a sa chance. Il faut juste choisir la bonne voie et choisir quelque chose qui te passionne, qui te plaît. Oui, mais malheureusement, à cause de ça, on a dû quitter notre petit village. Voilà, et on est allé s'installer à Nantes. Et justement, quelques mois après notre installation, on a eu notre premier enfant. Ah oui, comme quoi vraiment rien n'arrive par hasard et tout arrive à point nommé. C'est vraiment génial. C'est ça. Et alors, donc vous arrivez à Nantes, vous troquez la montagne pour la mer. Comment ça se passe alors quand vous arrivez là-bas et voilà ce changement de vie et surtout de passer à 3? J'avoue qu'au début, quand on devient agent du ministère des Affaires étrangères, en tout cas c'était notre cas, on cherchait juste une certaine stabilité de vie, et on ne pensait pas du tout qu'un jour on aurait des possibilités de partir à l'étranger. C'était pas du tout dans notre optique. Ouais. Et bien sûr, quand on commence le travail au ministère, on apprend à connaître des gens, et on nous dit voilà, nous avons la possibilité de faire des mutations à l'étranger. Mm-hmm. Bon, on se pose quelques questions, et puis bon, moi j'ai déjà quitté toute ma vie, ma famille une fois. J'ai quitté mon petit village où je me voyais déjà vieillir. Oui. Et donc, pourquoi ne pas quitter Nantes aussi? Surtout qu'on savait que ça allait être juste pour 3-4 ans. Et je me suis dit, l'accouchement s'est tellement bien passé pour Alexandre. J'ai pu accoucher dans un endroit merveilleux, qui est la clinique Jules Verne à Nantes. J'étais très bien entourée et bien nourrie. Donc, je me suis dit, allez, soit avant notre éventuel déménagement à l'étranger, j'ai un deuxième enfant, soit je commence quand même les études supérieures. Bon, l'enfant est arrivé plus tôt que les études, donc
c'était très bien comme ça. Et les enfants, du coup, n'ont même pas 2 ans d'écart. I feel you. Ouais, non. Donc, j'imagine que t'as dû être pas mal prise et donc les études supérieures ont dû être mises de côté, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut dire aussi que Nantes, c'était un petit choc pour moi après ce village aussi convivial où j'étais très bien entourée. Et me retrouver d'abord la première fois enceinte dans une grande ville où je ne connaissais absolument personne. Ouais. Et malgré toutes mes tentatives de me trouver des copines françaises, c'était très très compliqué. Si avant ce moment-là, je ne cherchais absolument pas de lien avec le monde russophone, à un moment à Nantes, je me suis posé la question et j'ai intégré l'association russophone qui s'appelle Russie étonnante, qui est aussi une association formidable et dans laquelle je me suis trouvée de superbes copines. C'était quasiment tous des couples mixtes, comme le nôtre, ouais. Avec des enfants justement de l'âge d'Alexandre quand j'ai intégré ce groupe, cette association. Donc Alexandre devait avoir 1 an et demi, ouais. Et on lui a trouvé des amis de son âge qui étaient dans la même situation que lui, donc les enfants bilingues, je veux dire russophones. Ouais. Et pour moi aussi, c'était comme une bouffée d'air. Oui. Oui, non, mais c'est clair, c'est incroyable à quel point avoir un enfant, ça change un peu ta perspective sur ton expatriation et vouloir te rapprocher de ta communauté, voilà, natale, oui, je dirais. C'est vrai. Ok, alors donc si je comprends bien, vous restez à Nantes, tu as 2 beaux enfants. À quel moment arrive une autre expatriation pour toi sur la table? Louis devait avoir 1 mois ou 2 quand on savait déjà à peu près qu'on allait partir l'été qui suivait. Wow, ok. Mais on ne savait toujours pas où. Voilà, ça c'est un petit inconvénient. Donc on peut faire sa liste de vœux presque 1 an avant de partir. Et tu te rappelles des vœux que vous aviez formulés? Voilà, je crois qu'on avait mis Moscou et Saint-Pétersbourg à l'époque. On ne savait pas. Ah oui, donc il y avait quand même un retour en Russie potentiellement d'envisager. Oui, parce que la situation était différente et aussi on avait les enfants et c'était important pour moi que mes parents soient à côté. Oui, ok. Mais bon, on ne savait pas que c'était pas très bien vu d'aller dans un pays d'origine de son conjoint. Voilà. Oh, dans sa carrière, tu veux dire? Voilà, oui. Okay. Peut-être sauf quand on est ambassadeur, c'est toléré, mais sinon, c'est pas possible. Ouais. Et ça, à l'époque, on ne savait pas. Donc, dans notre liste, on avait Saint-Pétersbourg et Moscou. On avait bien sûr la Pologne. Ouais. On avait aussi Copenhague. Ah, mais sympa. Bon, ouais. Et moi, je voulais pas du tout. J'ai demandé à mon mari. Ah non. J'ai demandé de le mettre en dernier parce que je me voyais pas du tout de vivre dans à peu près le même climat qu'à Saint-Pétersbourg. Mais c'est tellement beau, Copenhague. Comment ils disent Copenhague? Oui, et donc à ce moment-là, on était on va dire avril-mai 2015, et on nous dit bon, c'était pas dans vos choix, mais est-ce que Kiev c'est quelque chose qui vous ferait rêver? Et nous, on savait déjà qu'il y avait un conflit entre la Russie et l'Ukraine, et on savait que moi, j'étais quand même d'origine russe et je parlais russe, et on se disait bon, donc on n'a pas le droit d'aller en Russie, mais on a le droit d'aller en Ukraine. Oui, c'est quand même étonnant comme conflit d'intérêts. Exactement. Bah, pour nous aussi, c'était très étonnant, mais ma famille russe et ma famille, donc moi et mon mari, on est très ouverts, et on s'est dit chouette, l'Ukraine, on aime bien de toute façon, et ça pourrait être intéressant.
Donc en juin, on apprend qu'effectivement ça va être l'Ukraine. Et en août, on arrive déjà à Kiev avec les bagages et les enfants. Ok, rapide et efficace. Mais alors, quand vous arrivez là-bas, étant donné qu'il est considéré comme diplomate, est-ce qu'il y a une solution tout en main pour vous, ou est-ce que tu vas chercher un appartement? On dit que c'est mon mari est un agent du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il y a une division entre les diplomates et la section consulaire. Oui, on peut quand même appeler ça les diplomates, mais malgré cela, à part l'ambassadeur, personne n'est logé et personne n'est bichonné. On arrive dans un pays, on peut avoir des connaissances ou pas. On loge d'abord dans un hôtel ou là où on trouve en fait un Airbnb par exemple, c'était notre cas, et ensuite soit les collègues qui sont gentils et qui savent qu'on arrive, qui peuvent nous donner quelques pistes où chercher ou des contacts à donner. Mais sinon, non, on fait tout nous-mêmes. On a cherché un appartement, on l'a trouvé facilement. On s'est installé tout seul. Et donc, l'installation a suivi et le petit moment de comment moi je vais être perçue en Ukraine en tant que Russe. Et avant d'arriver en Ukraine, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse un cercle d'amis en dehors des expats. Comme je parle russe et polonais, je me suis dit, bon, même avec l'ukrainien, ça devrait pas trop poser de questions. Et je suis linguiste quand même, donc j'apprends assez facilement les langues. Oui. Et à ma grande surprise, le russe était suffisant à Kiev en 2015. Donc, je me suis trouvée une formation dans un théâtre. Sympa, ouais. Voilà. Donc, j'ai fait, en tout, j'ai commencé vraiment 2 semaines après notre arrivée et j'ai fini quand notre expatriation s'est terminée. Donc, j'ai fait 4 ans de cette formation dans un théâtre et on jouait des pièces et c'était génial. Mais au tout début, quand je suis arrivée, mon astuce c'était de dire bonjour, je suis russe de Saint-Pétersbourg, je viens à Kiev pour le travail et j'ai à l'époque j'avais 25 ans. Oui, 25-26 ans et c'est tout. Et en fait, j'étais tellement bien accueillie par les Ukrainiens qui me disaient « Ah, Saint-Pétersbourg, c'est génial !» À chaque fois, c'était la chose que j'entendais le plus. Et soit c'était leur rêve d'y aller, soit ils y sont déjà allés, ils ont adoré, soit c'était les parents qui l'ont visité. Bref, c'était toujours quelque chose de très bienveillant. Et au théâtre, pareil, tout ce qu'on faisait, les études et les pièces qu'on jouait, tout était en russe à l'époque. Mais oui, parce que justement, j'avais, je crois que c'était l'épisode du Daily du New York Times qui parlait un peu du président actuel ukrainien et qui expliquait que dans sa carrière d'acteur, il parlait le russe et que comme c'est une nomenclature culturelle similaire, que nécessairement parfois les Ukrainiens parlaient russe et vice versa. Bien sûr, on est tous slaves, comme les Polonais, comme les Serbes. Oui. Ça, notre très ancienne origine, voilà, les peuples slaves. Oui, donc les langues qui se ressemblent aussi. Bon, ensuite il y a eu ce passé soviétique qui, pour certains, était douloureux, pour d'autres plutôt opportun. C'est ça qu'on dit? Oui, non, c'est un bon mot, je pense, pour le décrire. Ouais. Donc, c'était bien de parler les deux, en fait.
effectivement, le pays est un petit peu divisé et l'Est parle plus le russe alors que l'Ouest plus l'ukrainien. Mais sinon, à Kiev, tout le monde, dans mon entourage, des Ukrainiens que j'ai côtoyés, ils étaient parfaitement bilingues. On avait absolument le même passé culturel, le même background culturel. On a grandi avec les mêmes livres, dessins animés et compagnie. Donc tu n'as pas reçu d'aminosité ou quoi que ce soit étant toi-même russe, c'est ça? Envers moi, pas du tout. Bon, ensuite, bien sûr, c'était pas évident de cacher le fait que j'étais mariée, que mon mari était français et moi aussi d'ailleurs, et qu'on avait des enfants. Donc, à un moment, quand tout le monde dans mon groupe a appris que j'étais femme, que j'avais des enfants, femme, je veux dire épouse, on m'a appelée la diplomate ou la française. Voilà. Donc, mon statut a changé un petit peu. C'était un peu dommage. Mais non, ça se passait très, très bien. Et aussi, dans le cercle des expatriés, pareil. On était des origines complètement différentes et on a fait beaucoup de bénévolat pour le peuple ukrainien, pour les orphelins, pour les personnes âgées, pour les handicapés, et c'était quelque chose de très important de ce qu'on peut faire quand on est expatrié dans des pays où il y a ces difficultés-là, on va dire. Ouais, non, tu as raison, c'est bien, et puis ça fait quand même un beau lien à l'actualité, à se dire que il n'y a pas d'aminosité à avoir d'un pays à un autre, et que un peuple ne suit pas nécessairement les volontés de son leader, donc ouais. Du coup, combien de temps vous restez en tout et pour tout en Ukraine? 4 ans. On a passé, parce que au ministère, d'habitude, c'est 3 ans, plus 1 an supplémentaire si on le demande et si c'est accepté. Ouais, ça reste assez rigolo parce que au fond, tu avais des appréhensions à partir en Ukraine et au final, te voilà à essayer de demander 1 an de plus pour rester là-bas. C'est vrai. Je me suis trouvé des amis incroyables là-bas. J'ai découvert une ville et un peuple absolument génial. Je faisais partie donc de l'association International Women's Club of Kiev, grâce à laquelle j'ai appris l'anglais. Tadam, c'était aussi mon défi de ces 4 ans en Ukraine. Et je l'ai appris un peu en cours de route. C'était sans prendre des cours. C'était en parlant avec les autres expatriés et en faisant des sorties où tout était en anglais. C'était génial. Et j'ai fait 2 ans en tant que Head of Hospitality. Et donc, j'organisais des visites guidées à Kiev. J'ai appris à connaître cette ville, mais parfois, quand je me baladais ensuite avec les locaux, je leur disais « Ah, mais saviez-vous que dans cette cour, il y avait... » etc., etc. Et on me regardait « Ah bon ?» Effectivement, je connaissais assez bien cette ville. Et on a pu visiter aussi quelques autres villes en Ukraine, pas assez à mon goût. C'était ces 4 années très importantes pour nous. L'école des enfants franco-ukrainienne qui était incroyable. La propriétaire et la directrice étaient géniales. Tout était tellement familial, tellement chaleureux. Les enfants, tu vois, on a mis nos enfants dans une école franco-ukrainienne, alors que moi, je leur parlais russe à la maison. La nounou leur parlait russe et en même temps, ils apprenaient l'ukrainien comme si c'était leur langue maternelle aussi. C'était génial. Et puis, du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as gardé des amitiés là-bas après 4 ans quand même. Disons, il y a quelque temps, je me suis rendu compte
que j'avais maintenant plus d'amis et plus de liens avec les Ukrainiens qu'avec les Russes et même avec ceux avec qui j'ai fait mes études supérieures ou même à l'école. Je ne sais pas, c'est la vie qui a fait que. Oui. Je suis toujours restée en contact avec la plupart de mes amis ukrainiens ou les expatriés que j'ai connus en Ukraine. Et en octobre 2021, on y est retourné pour les vacances. Voilà. Génial. Le choix a été entre est-ce qu'on va voir notre famille en Russie ou est-ce qu'on va voir notre famille en France, et non, on a décidé d'aller en Ukraine et c'était le bon moment et on s'est retrouvés vraiment comme à la maison, sincèrement. C'était incroyable. Ouais, c'est fou. Et en fait, j'aimerais bien rappeler à notre audience qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, on est à fin mars. Et j'espère sincèrement que quand ton épisode sortira, la situation aura évolué de manière extrêmement positive. Bien sûr. Et voilà, j'aimerais bien rappeler que c'est pas parce qu'on fait partie d'une culture qu'on est solidaire avec ce qui est en train de se passer ou qu'on est d'accord avec les décisions prises par son, entre guillemets, gouvernement. Et j'espère sincèrement que les gens que tu connais sont sains et saufs. Oui. Merci Cindy. Oui, effectivement, bien sûr que je suis contre la guerre, comme beaucoup de Russes, et le fait que je parle russe, ça n'est, comment dire, c'est comme ça, c'est ma vie. Je suis née à Saint-Pétersbourg, je suis née russe et je ne l'ai pas choisi. Comme personne ne choisit son pays d'origine. Mais c'est, on va dire, c'est en Ukraine que j'ai vu vraiment les gens extrêmement patriotes. J'ai pas grandi avec cette notion-là. J'étais plutôt... je n'ai pas beaucoup de sang russe purement dit. Dans ma famille, c'est un mélange incroyable de plein d'origines aussi, dont quelques origines polonaises et ukrainiennes, entre autres. Bien. Ouais. Voilà. Mais bon, à Saint-Pétersbourg, comme un peu partout en Russie, ce genre de mélange, c'est quelque chose de normal plutôt, et classique. Donc, je ne sais pas trop. Même maintenant, j'ai du mal à me définir complètement. Alors que quand je vois mes amis ukrainiens, je vois à quel point ils sont attachés à leur patrie. Et moi, je ne peux qu'admirer cela. C'est, oui. Ils ont tout mon soutien et je fais tout ce que je peux actuellement. Bon, le bénévolat, tu vois, ça fait partie de ma vie depuis de nombreuses années, et maintenant aussi, je donne des cours de français aux réfugiés ukrainiens. C'est quelque chose que je sais faire, et je pense que dans ces moments-là difficiles, les moments de solidarité, chacun peut faire ce qu'il peut ou ce qu'il sait faire le mieux. Oui, c'est ça, t'as raison. J'avais vu que sur le site Airbnb, ils avaient vu un taux de donation, je sais plus comment on dit, incroyable, de gens en fait qui bookaient des Airbnb pour que les gens puissent aller se réfugier là-bas. Donc vraiment, on peut tous essayer de mettre la main à la pâte à notre, comme tu dis, à notre échelle. Mais encore une fois, j'espère sincèrement que la situation va s'arranger, que ce soit pour le peuple ukrainien, pour le peuple russe, pour tout le monde, vraiment. Bien sûr, moi aussi. On prie pour ça. En attendant, donc j'imagine que ces 4 années se passent. Et donc, à quel moment le Kazakhstan arrive sur la table ? Alors, à un moment donné, on apprend qu'après un poste à l'étranger, on a le droit de rentrer ou pas en France. Et si on décide de pas rentrer en France, on pourrait enchaîner avec un autre poste à l'étranger. Donc, ça nous semble intéressant. Ouais. Et bien sûr, on fait notre liste de vœux. Et le Kazakhstan y est. Et c'est la destination voulue, mais vraiment désirée numéro 1.
Ah ouais. Surtout pour mon mari qui est russophone, il a appris le russe et c'est pas pour rien. Il a pu l'utiliser aussi en Ukraine, bien sûr. Et donc, on se dirige plutôt vers ce genre de pays de l'ex-Union soviétique, on va dire. Mais oui, mais attends, parce que nous, on a reçu Amel, qui avait passé 2-3 ans aussi au Kazakhstan. Je pense que là, ils sont retournés en France à cause de la pandémie. Bref, mais du coup, on avait cru comprendre qu'il y avait une partie du pays qui parlait plus chinois, il me semble, et une partie qui parlait plus russe, c'est ça? Alors, au Kazakhstan, oui, on va dire dans le sud, le russe est un peu moins pratiqué, mais en fait, même quand on prend l'avion, par exemple, tu vas avoir toutes les pas les discours, toutes les annonces, voilà, toutes les annonces faites par le personnel, tu vas les avoir dans 3 langues. D'abord le kazakh, ensuite le russe et ensuite l'anglais. Donc le kazakh, ça reste la langue de l'État, mais le russe est vraiment enseigné. Tu peux choisir une école russe, tu peux étudier aussi à l'université en russe si tu le souhaites. Pour avoir du travail, tu dois parler les deux. Ok. Disons, pour avoir un bon travail, je veux dire, pour être cadre par exemple. Les Kazakhstanais sont bilingues sans problème. Sauf peut-être dans des tout petits villages reculés quelque part où ils ne parlent que kazakh. Mais ensuite, oui, dans les universités, etc., de toute façon, on est à peu près obligé d'apprendre la deuxième. Donc attends, si on fait le sommaire, tu parles russe, français, polonais, ukrainien, anglais et kazakh? Alors, j'ai commencé à apprendre le kazakh il y a 1 an. Ouais. C'est une langue extrêmement compliquée pour moi. Parce que, oui, bon, j'ai appris aussi le serbe et finalement, quand on était en Ukraine, j'ai appris aussi l'ukrainien et je regarde les films, je lis des livres sans problème en ukrainien. Je peux parler, même si j'ai un peu honte de mon accent. Mais oui, donc il y a toutes ces langues, on va dire, européennes, en tout cas slaves ou quelque chose de classique, plus ou moins ça reste connu. atypique quand même. Hein. Ouais. Mais le kazakh, c'est une langue turque. Je ne sais pas le terme exact en français, mais de ce groupe des langues turques. Et donc le kazakh, c'est une façon de penser la langue, voir le monde complètement différente, ce qui est extrêmement intéressant pour moi. Et je me dis que comme ça aussi, même si je n'évite pas complètement l'Alzheimer après, mais au moins je peux l'éloigner le plus possible. Voilà, c'est une langue que je ne trouvais pas très jolie à mon arrivée. Et maintenant, je commence à même écouter des chansons en kazakh et je trouve ça vraiment intéressant et beau, finalement. Oui, on apprivoise aussi notre oreille, en fait, à une autre sonorité. Parce que au tout début, quand les Kazakhs me disaient, les Kazakhstanais me disaient que le kazakh ressemblait au français, je les regardais en me disant, mon Dieu, est-ce qu'ils peuvent vraiment comparer ces 2 langues? Maintenant, au moins, j'entends quelques sons qui sont effectivement très similaires au son français. Oui, il y a par exemple le R. Le R, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Voilà, mais qui est un peu comme R ukrainien ou G russe. Voilà, c'est un peu ça le cheminement. Sauf que voilà, en kazakh, ça donne le R
qui ressemble à un R français. Ma pauvre, ça doit quand même être un sacré bordel quand on de parler dans une langue. À se dire, attendez les gars, on fait quoi? On fait re, on fait gue, on fait cre, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais bon, on n'apprend pas les sons de façon isolée. Oui, on les bien apprend sûr. dans des mots. Mais je trouve ça intéressant, effectivement. Il y a des E, des E. Ensuite, il y a quelques sons que je n'arrive pas trop bien à prononcer. Mais oui, c'est pour l'instant, en tout cas, la façon dont on l'apprend, parce que j'ai une prof qui vient à l'ambassade, et à l'ambassade, on donne des cours aux agents de l'ambassade et aux conjoints, qui est très bien. Donc, cette prof nous enseigne avec des caractères cyrilliques. On peut dire qu'après le russe, ça pourrait aider, mais non. En fait, c'est voilà, comme après le français, tu peux apprendre le turc. Oui, c'est les mêmes caractères, sauf que ça se lit pas pareil, ça se prononce pas pareil, et la grammaire n'est pas pareille. Donc, ça n'aide pas du tout. Mais alors, avec ce bagage linguistique que tu as quand même, et je sais pas de quelle religion tu es, mais à la limite, on s'en fout. Mais pape, hein, je pense que t'as une carrière à faire dans la religion, je sais pas, orthodoxe, le pape, la papesse orthodoxe, j'en sais rien. Mais alors donc du coup, où est-ce que vous arrivez au Kazakhstan? Vous arrivez dans la capitale, à Nur-Sultan, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais alors quand vous arrivez là-bas, comment ça se passe? Manifestement, t'étais quand même habitué au froid. Comment ça se passe de manière climatique le temps là-bas? Ah oui. Ici, la ville est aussi plate que Saint-Pétersbourg, sauf que ici, on est entouré des steppes, où la ville a été créée en plein milieu de nulle part, en fait. Et les steppes, c'est là où c'est comme des plaines où tu n'as pas beaucoup de gros arbres. Okay. C'est un paysage un peu particulier. J'ai jamais vu ça avant. Et tu as une végétation un peu particulière aussi, que j'ai découverte au Kazakhstan quand on sort un peu de la ville. Et d'ailleurs, ça c'est incroyablement intéressant. Quand on a des points de vue sur toute la ville, on a deux, trois endroits où on peut voir toute la ville, et on voit vraiment la délimitation où la ville s'arrête et ensuite il n'y a plus rien. J'ai cru que tu allais me dire on voit la Tour Eiffel. Mais pas encore. Pas à ce point-là. Mais oui. Cela dit, ils aiment beaucoup ici aussi la culture française. Et, mais oui. Et dans les steppes, le vent est vraiment le pire chose. On dit qu'à Nur-Sultan, n'importe quel temps, donc n'importe quelle météo pourrait être bonne et agréable s'il n'y a pas de vent, ce qui est rare. Parce qu'il n'y a rien pour arrêter le vent, c'est ça? C'est tellement plat que le vent ne passe engouffré nulle part, et du coup vous le prenez en pleine tronche. Oui, tout à fait. Même si la ville depuis des années essaie de s'entourer, il crée comme des cercles de végétation autour de la ville. Bon, le temps que les arbres grandissent suffisamment. Déjà tiennent avec le vent. aussi, c'est vrai. Et avec le vent et avec le froid, l'hiver, avant notre arrivée, on savait qu'il pouvait avoir des températures très très basses. Donc moins 50, ça pouvait arriver. Sauf que c'est notre 3e hiver, on n'a toujours pas eu les moins 50. J'ai quand même un peu d'espoir pour l'hiver prochain. J'aimerais bien vivre ce genre d'expérience. Ouais. Mais on a eu moins 42. C'était vraiment la journée la plus froide. Mais alors, est-ce que c'est vrai ou pas quand les gens ils disent que passé les moins 20 degrés, on sent plus vraiment la différence entre moins 20, moins 30, moins 40? Si, quand même. Ouais. En fait, tout dépend de tes vêtements, et tout dépend aussi du taux de l'humidité dans l'air et du vent. Quand il n'y a pas de vent,
-30, ça va, ça passe. Vraiment, si l'air est sec et s'il n'y a pas de vent, tout va très bien. Même -35, on a fait des balades à pied. Mais pareil, tu ne restes pas 3 heures dehors. Ce n'est pas possible. À tes orteils. Ah oui, voilà. Mais tu vois, en anglais, on dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Mais tu vois, je sais pas du coup si c'est applicable dans toutes les régions du monde. Disons, on le dit en russe aussi, cette phrase-là, c'est vrai. Et moi, je l'utilise aussi quand je donne mes cours de russe à mes élèves. Je l'ai dit parce que c'est vrai. On va pas s'habiller de la même façon ici au Kazakhstan qu'à Paris en plein hiver. Tu vois, il faut aussi adapter sa façon de s'habiller et de se comporter aussi. Si on veut faire une balade à pied, tu mets une couche supplémentaire. Mais pareil, tu ne restes pas des heures et des heures et tu ne restes pas debout à rien faire. Ce n'est pas possible. Mais comment vous vous déplacez du coup? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas amené forcément trop à aller marcher dehors. J'imagine qu'il y a quand même d'autres moyens de transport en commun, par exemple. Oh, mais on se déplace beaucoup en voiture quand même. C'est une ville assez étendue et même, voilà, l'endroit où on habite et l'école de mes enfants, on se retrouve aux extrémités de la même rue. Bon, en hiver, je le fais pas à pied. J'avoue, c'est 3 kilomètres. On sent quand même le froid, le vent, etc. Un été, elle est longue ta rue, 3 kilomètres quand même. C'est pas la plus longue. Voilà. Là, c'est juste une rue, c'est pas une avenue, si tu veux. Ici, il y a des avenues très très longues et effectivement, on se déplace beaucoup en taxi, qui ne coûte pas cher ici, heureusement. On va dire 3 € la course. Si c'est pas pour l'aéroport. Cool, hein. Oui. Donc le taxi, c'est quelque chose de tout à fait abordable. Avec la pandémie, on évite les transports en commun et en plus, de toute façon, ici, il n'y a que les bus, il n'y a pas autre chose. Et c'est pas très très pratique non plus. Et comme le sol est gelé, il n'y a pas de métro. Ils ne peuvent pas creuser, j'imagine. Et même tout ce qui est canalisation ou les évacuations d'eau, tu vois, les égouts, ça n'existe quasiment pas. Oui, ils ont pas d'évacuation. Mais alors, comment ils font pour... parce que j'imagine que la neige, ça fond quand même. Comment ils font pour extraire l'eau des rues? Ah, ça, c'était une grosse découverte pour moi ici. Il y a des camions avec espèce d'aspirateur qui vraiment aspire l'eau quand ça fond. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça ailleurs. J'imagine que ça existe quelque part dans le monde aussi. Mais voilà, pour eux, ici, c'est plus adapté que creuser le sol gelé. Ah ouais, c'est marrant comme anecdote. Écoute, je dormirai moins bête ce soir, c'est rigolo. Mais ok, pour ce petit aparté climatique, qu'est-ce qu'il en est alors pour les enfants? Quand vous êtes arrivés au Kazakhstan, ils avaient quel âge tes fils d'ailleurs? Juste pour rappel. Alors, quand on arrive au Kazakhstan, Louis devait avoir même pas 5 ans. Oui. Il est du mois de novembre, donc c'était presque son anniversaire quand on est arrivé. Et Alexandre avait presque 7 ans. Donc 6 ans et demi. Et du coup, dans quelle institution scolaire, si ça se dit, tu les as mis? Oui, ça pour nous c'était une évidence. C'était déjà l'âge où il fallait commencer une vraie école française. D'accord. On savait qu'il y en avait une à Nour-Sultan. On savait très bien qu'elle était toute petite, mais ça nous allait très bien. On savait aussi qu'elle n'était pas vraiment indépendante, mais qu'elle faisait partie d'une plus grosse structure, une école, on dit internationale. Bon, c'est aussi avec beaucoup de Russes, mais ce qui nous convenait parfaitement. Donc, au tout début, les enfants avaient toute la matinée des cours en français et ensuite le sport, l'art, la musique, tout ça c'était en russe.
Et en plus, comme c'est quand même une école internationale, tous les jours, ils ont des cours d'anglais. Parfait. Voilà. Oui, Parfait. oui. Maintenant, bon, avec la pandémie, tout a changé un petit peu. Ils n'ont quasiment plus de cours en russe, mais ça reste tout aussi bien. Ils ont le kazakh et la culture kazakh. Ils ont le russe comme une matière, juste une matière à l'école. Et ils ont l'anglais beaucoup. Et le français, bien sûr, une vraie école française comme en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tes enfants, ils parlent anglais, russe et français? Je mettrai l'anglais en dernier, mais oui, on va dire oui. Mais alors, vous parlez quelle langue à la maison? Laquelle domine? Est-ce que c'est le russe avec toi très bonne ou le question. français? Comment ils communiquent entre eux? En fait, tout dépend du jeu, de leur humeur, de est-ce qu'on veut être compris ou pas par les gens qui nous entourent. Donc, ils choisissent aussi par rapport à ça, parce que par exemple dans la cour, on les laisse beaucoup en liberté ici au Kazakhstan, comme c'est un pays extrêmement kids friendly. Tout est fait pour les enfants. Dans tous les restaurants, tu as des aires de jeu, ou bon, quasiment tous les restaurants. Tu as des aires de jeu partout à l'extérieur, et les parents souvent laissent les enfants tout seuls aller dehors sur une aire de jeu de ta résidence en fait. Ce qui était un peu surprenant pour nous, mais voilà, on a commencé, on regrette pas, les enfants se sentent quand même assez libres. Et donc à l'aire de jeu ici, quasiment tous les enfants parlent russe. Donc les nôtres, quand ils veulent faire un peu leur on est un peu différents, on n'est pas comme vous. Donc oui, ils peuvent se parler français. Okay. Ça c'est pas forcément une très très bonne chose dans ce genre de cas, mais voilà. Et aussi, ils adorent quand on vient passer les vacances en France, ils adorent retrouver les cousins et les amis. Donc ils refont les 100% en français. Et ensuite, avec moi, ils ont un peu du mal à redémarrer le russe. Et il faut que je les reprenne à chaque fois. Genre, non, maintenant. Sinon, je vais appeler papy-mamie de Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, tu fais quoi? Tu fais un été la France, un été Saint-Pétersbourg? Non, malheureusement pas. Pour aller à Saint-Pétersbourg, les enfants ont besoin de visa. Ouais, et puis, oui, non, malheureusement, nous, on n'y va pas si souvent que ça. Et la pandémie n'a pas arrangé les choses. La dernière fois, on y était en 2019. Ouais. Donc, et c'est pas tout de suite qu'on pense y retourner. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même ma ville de cœur et c'est une ville fantastique. Bah oui, puis ça me fait une très très belle transition quand même pour conclure, parce que alors toi, quelle ville ou quel pays tu définirais comme home, comme la maison? Ah, quelle question difficile. Ça a toujours été difficile. Tu as 2 heures. Non, je pense sincèrement que, bon, même si c'est une phrase un peu bateau, je pense que c'est là où est ma famille, où est Guillaume et les enfants. Parce que on a déjà tellement déménagé et maintenant on se pose même la question à un éventuel retour en France ou pas tout de suite. Donc je me dis, si c'est pas une destination trop difficile, trop compliquée, de toute façon je vais suivre mon mari, peu importe où il est muté. Donc pour nous, la maison, on l'a recréée autour de nous, avec les liens familiaux, les liens amicaux, avec la langue et la culture. Voilà, c'est ça notre maison, ouais, je pense. Ouais. Mais alors, si j'ai bien tout compris, là, ça va faire 3 ans bientôt que vous habitez ici. Oui, presque 3 ans. Donc, vous allez pouvoir renouveler 1 an de plus. Mais à la suite de ça, alors du coup, quel serait le projet? Est-ce que c'est repartir en mutation ou est-ce que c'est rentrer en France? Un retour en France, c'est quelque chose qu'on souhaitait profondément parce que j'ai tout mon projet personnel et professionnel lié à notre retour en France, en fait. Ouais.
Et peut-être une troisième destination parce que il faut financer quand même notre projet qu'on crée en France. Parce que il y a 1 an et demi, 2 ans, on a racheté une superbe demeure familiale qui était dans la famille de Guillaume depuis plusieurs générations. Trop bien. Ouais. Et la maison que nous on appelle notre château. Et mon projet d'ailleurs s'appelle Mon Château. Bon, oui, je me demandais d'où ça venait. Voilà, Mon Château 72, parce que 72, bon, ça reste quand même la Sarthe. Et Mon Château parce que vraiment cette demeure, cette maison de maître, elle est très belle. Et on a retrouvé des documents datant de la Seconde Guerre mondiale où c'était marqué le château des ouais. Donc mais sur les super cher à rénover ce genre de bâtiment. Je me rappelle quand j'étais en école de commerce, j'avais un pote qui pareil venait d'une famille qui avait un château à côté de Lyon et il me racontait que par exemple, je sais plus, pour refaire une structure, ils avaient besoin de choisir comment ça s'appelle, un charpentier particulier parce que je crois que le domaine était enregistré dans la préservation des biens français, ce genre de choses. Donc franchement, c'est un sacré projet. Notre maison n'est pas classée et on a décidé de pas la faire classer, même pas essayer, justement pour pouvoir faire des travaux que nous on souhaite de faire. Et oui, malheureusement, ça reste extrêmement cher, mais d'où peut-être l'idée d'une troisième expatriation, juste pour pouvoir vraiment financer les travaux. Parce que de cette maison, j'aimerais bien, c'est vraiment mon vœu le plus profond, c'est de faire un lieu de séjour linguistique. Ah, c'est une bonne idée. J'allais dire une cérémonie de mariage, mais non. Ah, aussi, c'est possible. J'adore organiser organiser les événements, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Mais oui, une sorte de chambre d'hôte avec cette option linguistique. Et là, pour le coup, ça serait soit le russe, vraiment. Vous avez le choix là. Hein. Ah oui, le russe, le polonais, le kazakh. Parce qu'on a l'anglais. Le kazakh, je me permettrai pas. Non, mais oui, pour l'instant, je me concentre sur bien sûr le français et le russe. Le français pour les Russes qui souhaitent, ou les russophones qui souhaitent venir en France et là loger dans une famille et plein d'activités que j'ai déjà imaginées, je le vis déjà dans ma tête avec notre jardin et je l'ai déjà créé mon jardin potager vraiment bio et à faire tout ça avec les petits animaux, petite ferme, oui, tout ça. C'est près dans ma tête, on va dire, mais aussi donc pour les enfants bilingues, ce qui est très important pour moi et je veux préserver ce bilinguisme de mes enfants et aussi aider les autres familles qui ont peut-être du mal à trouver cet équilibre entre les deux langues, donc soit les aider et renforcer leur français, soit faire de même avec le russe. Parce que bien sûr, bon, la langue et la culture, c'est très important et c'est très dommage de pas transmettre sa langue maternelle à un enfant. Ouais. Et donc aussi les séjours vraiment en russe pour les Européens qui, pour X raisons, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller en Russie, par exemple, ou dans un autre pays russophone, mais qui ont besoin d'apprendre cette langue ou qui veulent juste la renforcer avant de se lancer dans ce voyage. Donc, oui. Et tout ça, malheureusement, tout dépend des travaux qu'on fait actuellement. Ouais, non, c'est un très très beau projet. Et mais alors, pour cette troisième mutation, est-ce que vous avez
des vœux, des choix particuliers? Comment ça se passe? Ah, maintenant, on est ouvert à tout, sincèrement. On a vu l'Europe. On a fait de superbes destinations. Bien sûr, si on a la possibilité de revenir en Ukraine, à Kiev, et aider la ville et le peuple se reconstruire une fois la guerre terminée, ça serait génial. Et vraiment, du point de vue humain, ça serait quelque chose de très important pour moi. Si ce n'est pas possible, l'Afrique, la Chine, Bon, des pôles. Pourquoi pas? On reste dans le froid. Tout. On se rajoute juste 2-3 pingouins. Oh. Oui. Oui, pourquoi pas, oui. Oh. J'ai pas peur. Maintenant, rien ne me fait peur. Mais, ok. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient s'expatrier dans des pays tels que l'Ukraine ou le Kazakhstan? Ça dépend si on va dans une grande ville, une capitale ou pas, mais souvent la langue. Oui, donc si c'est un pays qui faisait partie des ex-pays soviétiques, oui, la langue reste importante. Sans le russe, aller dans un magasin, c'est difficile. Ouais. Ou faire réparer, je ne sais pas, un sac à main ou les chaussures, c'est difficile. Changer une ampoule. À chaque Oui, fois, c'est toujours le sujet. pareil. Non, mais c'est vrai, ça paraît bête, mais Oui, c'est ça, changer une ampoule, quoi. tout à fait. Donc ensuite, le russe n'est pas si compliqué que ce que l'on pense, et c'est quelque chose. Bon, il n'est pas facile non plus, mais c'est pas insurmontable, on va dire. Ouais. Et si on est vraiment motivé, oui, c'est quelque chose qui peut jouer aussi sur l'expatriation, le fait d'être ouvert à la nouvelle culture, le fait d'être ouvert peut-être à une nouvelle langue et une autre mentalité. Ouais. Et le froid, si voilà, comme au Kazakhstan, bon, il y a des villes dans le sud du pays ou à l'ouest où il fait moins froid, l'hiver n'est pas pareil, mais il faut vraiment profiter de cet hiver si enneigé qu'on n'a plus en France. Et bon, nous, on s'est lancé dans tous les sports d'hiver possibles et imaginables. Là, j'ai commencé à faire du ski de fond, quelque chose que je pensais comme un sport pour les mamies. Pardon. Bah, tu vois, j'allais te dire, moi, c'est le seul qui me tente. Ah, c'est vrai. Bah, parce que si t'aimes la rando, Ah oui. pourquoi pas, tu vois, tu te mets des raquettes aux pieds, tac, tac, quoi. Moi aussi, j'apprends à aimer ce sport-là. En tout cas, à chaque fois que je mets mes skis de fond, je me dis, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Donc, non, il faut trouver des choses vraiment positives. Et cet hiver peut-être sec, et même avec beaucoup de neige, au moins les voitures sont propres, les chaussures sont propres. Voilà, Ça. Il y a des points positifs à tirer partout. Bah oui, bien sûr. Et il faut toujours voir essayer de trouver les choses. Oui, ou le verre à moitié enneigé. Ah, j'adore. Oui. Mais ok. Et alors, à titre personnel, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir en dehors d'énormes constructions dans ton château 72? Oui, de nouveaux élèves, peut-être, parce que c'est ça qui me motive. J'adore voir les yeux de mes élèves pétiller, briller, parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Et aussi, bien sûr, un équilibre familial. Et qui sait, peut-être un petit troisième. Pour vraiment que ça soit parfait. Bah oui, carrément. Bah écoute, moi Séraphina, en tout cas, à titre personnel, je te remercie énormément pour ton témoignage. J'espère sincèrement que tous tes projets vont se réaliser
Et puis écoute, pour l'heure, je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup Cindy, c'était vraiment un plaisir de te parler et de partager ce moment avec toi. Merci. Et bon courage à toi et à ton podcast. Merci encore à Séraphima pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur Instagram via le compte monchâteau72 comme elle l'avait précisé dans cet épisode. Pour l'heure, moi écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, ciao!